De retour dans On va plus loin, merci de nous rejoindre. Notre invité dans cet entretien ce soir, c'est Aymeric Caron. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, écrivain, vous publiez chez Flammarion Utopia 21. Vous partez du livre de Thomas More, paru il y a 500 ans, Utopia, qui donnait naissance au mot utopie, d'une société rêvée où l'argent ne serait plus roi, où chacun trouverait le bonheur. Vous dites, c'est même notre seul avenir possible. Notre seul avenir possible, c'est de réinventer une utopie. C'est vrai, vous avez raison, je suis reparti du livre de Thomas More. Il avait inventé un mot et uni l'imaginaire sur laquelle régnait un gouvernement parfait. Et il était extrêmement visionnaire à l'époque. Il avait imaginé des choses qui semblaient absolument impensables il y a 5 siècles. L'égalité homme-femme, la solidarité, il avait déjà anticipé la sécurité sociale, la retraite, des choses, même les droits des animaux. Il avait déjà compris que ce serait un jour un sujet. Et je me suis dit, lorsqu'il a sorti ce livre, bien évidemment, on a dû le traiter de fou. Et je me suis dit aujourd'hui, si on retournait sur cette île finalement, qu'est-ce qui aurait évolué, qu'est-ce qui aurait changé ? Et donc j'ai voulu reprendre un peu le même principe. On retrouve certains personnages du livre de Thomas More. Et vous êtes très concret vous-même. Vous parlez d'une semaine de travail limitée à 15 heures, de revenus plafonnés. Thomas More, déjà à l'époque, voulait limiter la journée de travail à 6 heures. Vous imaginez, il y a 5 siècles, imagine une chose pareille. C'était absolument impensable. Je confirme. Et aujourd'hui, on est à 7 heures. On n'est pas loin finalement. Ouais. Et il y a beaucoup de choses finalement qui avaient été envisagées par Thomas More qui se sont réalisées. Et alors, le problème, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, justement, on n'a plus d'utopie. Cette capacité à imaginer un monde politique, une société qui soit radicalement différente de celle dans laquelle on vit. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, en se disant, mais finalement, quels sont les fondamentaux qu'on a oubliés ? L'égalité, le désir de justice. Est-ce que finalement, le but des politiques n'est pas de rechercher le bonheur de tous, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre ? C'est bizarre, on a eu une campagne présidentielle il y a quelques mois, je n'ai pas entendu un seul homme politique parler du bonheur. Peut-être Benoît Hamon. Peut-être, éventuellement. Vous y ajoutez l'écologie à ce bonheur, évidemment, c'est une immense différence. L'écologie est un moyen, selon moi, absolument indispensable pour parvenir au plus grand bonheur du plus grand nombre, oui. Le problème, c'est que quand on lit ça, on se demande quel est le meilleur. Le meilleur, c'est une question très subjective. Absolument. Vous dites, donc c'est moins travailler, mettre moins l'argent autour de cela, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et très concrètement, votre vision du bonheur n'est pas forcément la mienne, celle de mon voisin. Comment on définit le bonheur à la place des autres ? Il ne s'agit pas de le définir à la place des autres, il s'agit de réfléchir après des siècles et des millénaires de philosophie. Je crois quand même qu'on arrive à tomber d'accord sur un certain nombre de fondamentaux. Le bonheur, c'est l'épanouissement personnel, c'est la liberté, c'est permettre à chacun de s'épanouir. Ça me semble des fondamentaux sur lesquels on peut à peu près tous être d'accord. Et ensuite, on s'interroge, est-ce que la société d'aujourd'hui nous permet de réaliser ces objectifs ? Et je crois que non. En fait, nous sommes enfermés dans un travail qu'on ne choisit pas forcément. On nous fait croire qu'on choisit beaucoup de choses qu'en réalité on ne choisit pas. Sur les orientations politiques, par exemple, on le voit très bien qu'aujourd'hui, énormément de choses qui décident de notre quotidien sont choisies, votées par des gens qu'on ne connaît même pas. Bien évidemment à Bruxelles, par exemple, mais ça arrive aussi ici à Paris, au sein du gouvernement. On nous fait croire qu'effectivement, nous sommes dans une démocratie parfaite où chacun s'exprime, choisit, et pas du tout en réalité. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour parvenir à ce bonheur. Qu'est-ce que vous faites de la nature humaine qui, par définition, par essence, a envie peut-être d'être leader, de gagner, d'écraser, de s'imposer ? Ça fait partie de la nature humaine, il faut faire avec. C'est peut-être pour ça que la société a évolué dans ce sens-là. Est-ce que vous en tenez compte dans cette utopie ? Absolument. J'ai tout un chapitre qui s'appelle « La banalité du mal ». Je reprends le débat entre Hobbes et Rousseau. Est-ce que l'homme est bon ou est-ce qu'il naît naturellement bon ? C'est la société qui le corrompt ou bien est-ce que c'est le contraire ? Et moi, bizarrement, parce que certains vont peut-être me classer dans la catégorie des gentillets, ceux qui imaginent que le monde est beaucoup plus rose qu'il n'est. Pas du tout, je me classe plutôt du côté de... Des rêveurs politiques, peut-être ? Mais je suis un rêveur, c'est ce que absolument, vous dites. mais il n'y a que le rêve qui a fait progresser la société. Mais je me classe plutôt bizarrement dans ce débat du côté de Hobbes, celui qui était le plus pessimiste sur la nature humaine. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Donc vous en tenez compte, vous le savez, évidemment. Alors non seulement j'en tiens compte, mais j'explique que c'est même un problème, que c'est justement parce que l'homme est quand même assez souvent guidé par des passions assez mauvaises, qu'il a une tendance assez naturelle à vouloir écraser l'autre, à vouloir s'imposer, que si on ne l'aide pas
à faire société de manière pacifique, il aura forcément tendance à essayer de s'approprier plus de richesses que l'autre, etc., etc. Donc oui, il y a dans les mécanismes que l'on doit mettre en place aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles à instaurer pour faire en sorte que justement nos passions les plus mauvaises soient combattues. Instaurer l'égalité. Donc réinventer une forme de droit. Réinventer le droit actuel. En effet, je crois qu'il y a des choses... Moi, il y a une liberté qui me semble absolument fondamentale. En réalité, je prône une société dans laquelle il y aurait très peu de lois. Vous savez qu'en France, on est quand même spécialiste des codes énormes comme ça, avec des réglementations pour absolument tout. En réalité, Thomas More, déjà à l'époque, prônait une société dans laquelle il y aurait très peu de lois. Mais avec à chaque fois une règle essentielle, être libre le plus possible tant que ma liberté ne nuit pas à celle des autres. Et ça, c'est un principe extraordinaire, parce que quand on y réfléchit, on se rend compte qu'il faudrait revoir complètement, par exemple, notre manière de produire l'industrie, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément aujourd'hui d'industries qui vont nous imposer une consommation qui est néfaste, non seulement à nous-mêmes, mais à la planète qu'on habite. Et d'ailleurs, vous faites un constat très noir sur nos sociétés. Vous dites que tout est faux, ou presque. Ouais. Argent, travail, liberté, égalité, Quand je dis que l'argent est faux, c'est sûrement parce que 90% de l'argent qui est en circulation est de l'argent scriptural. C'est du vide, c'est l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent qui est créé sur du crédit. Absolument, il y a tout un chapitre là-dessus, et ça, on peut le concevoir. C'est l'explication des bulles immobilières et financières. Et quand vous dites donc, on a des gens, le cas Drahi, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas le temps de développer, nous prouve bien que l'argent n'existe pas. On a quand même l'une des plus grandes fortunes de France, qui est l'un des hommes les plus endettés du pays. Sur l'argent, ça peut se concevoir, ça peut s'entendre. Sur l'amour, qu'est-ce qui est faux? Pourquoi vous dites que c'est faux? C'est marrant que vous alliez sur ce terrain. Je ne sais pas, c'est ce qui m'a Non, mais c'est passionnant. J'adore, parce que justement, l'argent a pris une telle place dans notre société. L'argent, la réussite, le devoir absolu de s'imposer professionnellement, que ça corrompt même les relations humaines, les relations d'amitié, d'amour, ou de manière plus ou moins consciente. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on planifie quand on vient sur cette planète. On va avoir tendance, dans ces relations, à privilégier les relations utiles, que ce soit sur le plan amical ou sur le plan amoureux. Il reste de l'authenticité dans l'amour mère-enfant, père-enfant, par exemple. Tout est fait dans... Oui, alors, père-enfant, c'est très intéressant. L'enfant est, je pense... l'individu le plus intéressant qui soit sur cette planète. C'est celui qui est encore assez éveillé à la nouveauté. C'est celui qui va être dans la sincérité. Et au contraire, notre société va tenter de lui faire oublier justement cette capacité à inventer, à rêver, à être naturel, à être simple, à être bon. Et notre société va lui dire, mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois être un homme performant. Tu dois ne pas hésiter à écraser les autres, etc. Donc oui, il y a ça chez l'enfance. Mais pourquoi notre société va tuer l'enfant qui est en nous? Vous savez que Nietzsche disait que ce qui était intéressant, lui, il avait une allégorie entre le chameau, l'allégorie, on appelle ça l'allégorie du chameau, du lion et de l'enfant. Et il disait qu'un esprit, en fait, au début de sa vie, va être chameau, c'est-à-dire qu'il va porter tous les fardeaux du monde, ses propres fardeaux dans la solitude du désert. Et puis ensuite, il va se renforcer, il va apprendre à dire « je », il va essayer de s'imposer, il devient lion. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous demande à nous tous, d'être des lions, c'est-à-dire régner dans la savane, être plus fort que les autres. Mais si l'esprit arrive à évoluer vraiment jusqu'au bout de ce vers quoi il doit évoluer, il redevient enfant. Et alors, simplement, il a la capacité, comme l'enfant, à réinventer, à s'affranchir des dogmes, des a priori. Il y a plein de sujets passionnants dans ce livre. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce qu'il me reste 30 secondes. C'est ce qu'on est en train de dire dans l'oreillette. Et oui, malheureusement. Juste en quelques mots tout de même, quel est l'objectif de ce livre? Est-ce que c'est un programme politique? Est-ce que c'est une proposition? Ce sont bien sûr des propositions, non pas pour moi me lancer en politique. En revanche, je voudrais alimenter le débat qui me paraît extrêmement pauvre aujourd'hui. Car quoi qu'on dise, réellement, tout tourne toujours autour de la croissance, du PIB, du plein emploi. Des notions qui sont aujourd'hui complètement dépassées, comme nous l'ont expliqué 15 000 scientifiques la semaine dernière dans un appel qui a été relayé par beaucoup de journaux. Aujourd'hui, je crois vraiment que lorsqu'on dit de l'utopiste, que c'est celui qui rêve, qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est, je pense qu'on a tout faux. Je pense que ceux qui ne voient pas la réalité telle qu'elle est, ce sont beaucoup des gens qui viennent sur votre plateau. C'est dit. Merci infiniment, Aymeric Caron, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi.